je suis arrivée dans son bureau, j'ai fait « Ah, c'est ça que j'ai vu samedi, c'est pas la même chose. » Parce que là, il n'avait pas sa casquette. Exactement. Il était en chemise. Genre plus respectable. Deux salles, deux et tout ambiances. ça. Ouais, c'est ça. 2 salles, 2 ambiances. Je me suis dit, le gars, il est beau. Hein. Il fallait rester, il fallait se comporter. Il fallait. Quand je vous dis peuple de Moïse, vous pensez à qui? Je pense que c'est la seule qui utilise cette expression pour désigner ses followers, désigner tous ceux qui la suivent, tous ceux qu'elle influence. Et franchement, je vous dis, c'est totalement par hasard. Je lui ai écrit une fois, elle n'a pas vu. Pendant 2 semaines à 1 mois, je me suis dit, bon, c'est mort, elle ne me calcule pas. Et puis, je suis tombée sur elle par hasard et tellement spontanément, elle m'a donné son numéro et on a pu programmer ce rendez-vous. Donc, aujourd'hui, pour votre plaisir, pour le plaisir de Féminose, je reçois une femme qui porte plusieurs casquettes. C'est une femme qui est créatrice de contenu, influenceuse, une femme qui travaille aussi, maman de 2 enfants, mariée, et une femme aussi qui a décidé de lutter contre la dépression parce qu'elle a connu cela. Et la santé mentale est très importante pour elle, aussi bien que l'éducation des enfants, la parentalité positive. Aujourd'hui, je reçois celle qu'on connaît sous le nom de Astou. Astou, comment tu vas? Coucou Laïtor, ça va et toi? Ça va bien, merci. Mais tu as une belle voix et on dirait une voix de présentatrice et tout ça. Amen, amen. Donc, C'est ce qu'on veut. ou bien tu es une future présentatrice de télé. Amen, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah. Donc, j'espère que ça va se réaliser pour toi. Amen, merci beaucoup. Donc, Astou, tout le monde te connaît sous le nom de Astou, mais ton vrai prénom c'est Astrid. Tout à fait. Et d'où est venu le diminutif Astou? C'est depuis la maison, depuis toute petite ou bien c'est après Pas que du tu as tout, créé ça? c'est au collège. Ah, wow. Je n'ai jamais eu de diminutif avant le collège, c'est Astrid, point barre. Et quand je suis venue au collège, c'était un collège que de filles, au secondaire Notre-Dame-des-Apôtres. Ah oui. Et puis, j'ai eu 2 surnoms. Enfin, 3 en réalité. Stridou. Ok, mignon. Je ne sais pas qui m'appelait Astou, une camarade de classe. Et ma prof de français m'avait donné un autre surnom que malheureusement j'ai oublié, ça va me revenir. Oh là là, je l'avais sur la langue tout à l'heure. Et donc au final, c'est Astou qui est resté parce que j'ai dit que le surnom de ma prof, c'est que ma prof qui m'appelait comme ça. Ok. Ça fait trop mignon, je vais retrouver. Et du coup, Astou, c'est camarade de classe. Et je suis là, ok. En plus, j'avais pas de petit nom, tout ça. Je dis très bien. Donc certains m'appelaient Stridou et d'autres m'appelaient Astou. J'ai pris les 2. Et j'ai gardé Astou. Parce que c'est bizarre, la première fois que je t'ai découvert, je me suis dit Astou, mais ça donnait un nom un peu plus, je ne veux pas dire du Nord, mais un mélange Peul façon. Tout à fait. Après, quand j'ai découvert le prénom Astrid, je ne sais plus, je me suis dit, mais Astrid, Astou, d'où est venu en fait ce diminutif. Ouais. Donc, tu vas nous parler un peu de toi, Okay. de ton parcours. Tu as fait Notre-Dame, d'accord, et après Notre-Dame de tout ce que tu fais en fait. Donc présente-toi à nous. On veut te découvrir. Alors, donc je reprends. Astrid, Astou, vraiment, c'est comme vous voulez. J'ai 32 ans. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée. Si on repart, on va dire la jeunesse, donc après Notre-Dame, j'ai fait toutes mes études secondaires, la 6e à la terminale. Je suis partie en France pour faire mes études. Ok. Tu as voulu faire quelle filière? Alors, j'ai commencé avec 2 ans de DUT, technique de commercialisation. C'était pas mal. C'est un peu comme un BTS. Voilà, c'était comme un BTS parce que mes parents voulaient que je fasse prépa et en fait, j'ai entendu trop de trucs sur la prépa, c'est dur, on n'a pas de... Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Donc, tu t'es inscrite directement dans une école. C'est ça, c'est au final, c'est un institut universitaire. Ensuite, je suis passée en école de communication. Là encore, mes parents voulaient que je fasse école de commerce. J'ai dit, les gars, c'est pas possible. J'aime pas, je fais la communication. Attends, vraiment. Vous êtes combien dans votre famille? On est 3. Tu es l'aîné? Pas du tout. Je suis au milieu et j'ai un grand frère et un petit frère. Ok. Et donc, en fait, les parents te disent, on souhaite que tu fasses ça. Donc, ça montre déjà que tu as des parents très ouverts. Parce qu'eux, ils te disent ce qu'ils veulent, mais toi, tu changes toujours de direction. Ça, c'est clair. En fait, tu as le prototype même de la 2e fille. Un peu rebelle. C'est toujours rebelle. Un peu, c'est un euphémisme. Je suis très rebelle. Et en effet, j'ai des parents qui sont ouverts.
C'est-à-dire que, ok, ils auraient vraiment voulu que je fasse école de commerce, tout ça, parce que voilà, j'ai des cousins qui ont fait école de commerce et tout. J'ai dit non, moi c'est la communication. Et en fait, pour leur prouver que c'est vraiment ça que je voulais, j'ai passé des concours où je crois qu'ils ont financé un concours pour une école de commerce. Et moi, j'ai financé un concours pour une école de communication. Et j'ai passé du coup les deux. Et j'ai dit ok, j'ai passé les deux. J'ai des frises sur les deux, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Et tu as réussi les deux? J'ai réussi les deux, mais j'ai dit je veux vraiment faire école de communication. Et donc, c'est comme ça, ils m'ont laissé faire. Et que je suis allée, tout simplement. Donc, j'ai fait l'ISCOM Lille, Institut supérieur de communication, où j'ai eu un master en responsable communication et marketing. Et après ça, j'ai fait un master 2 à l'ISEG, qui est une école de communication et de marketing aussi à Lille, en France. Et là, j'ai eu un diplôme de brand manager. Après ça, je suis allée vadrouiller 6 mois aux États-Unis. Auprès des parents. Oui, tout à fait, tout à fait. L'objectif, c'était d'améliorer ton anglais. Ce que j'ai fait. Mais à côté, bien évidemment. Tu as profité de la belle vie. Je suis là. Le pays est là. On a regardé comment. Donc, du coup. Et puis, quelle meilleure manière d'apprendre la langue que de côtoyer le peuple, ou bien. C'est très bien dit. Et j'étais avec des amis qui, pareil, étaient venus aussi pour un échange. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on s'est retrouvés sans pour autant le planifier ensemble. On s'est retrouvés à New York ensemble. Et à côté de ça, j'ai pu visiter un petit peu quelques villes des États-Unis. Et puis en 2016, j'ai décidé à la base, je devais de toute façon terminer aux États-Unis, c'était 6 mois. Donc je suis rentrée en France. Je savais que j'allais rentrer définitivement, tu vois, c'était quelque part dans ma tête. Tu voulais rentrer définitivement? Je n'ai jamais voulu rester. À l'extérieur. Vraiment, je n'ai jamais voulu rester. Mais pourquoi? La France, c'est bien pour les vacances. Pourquoi? Parce que j'ai été très vite, confrontée au racisme. Très vite, c'est-à-dire le jour où... Alors, j'ai commencé à Valenciennes. C'est une ville qui est à 30-40 minutes de Lille. Et je me souviendrai toute ma vie. Donc, ma mère m'installe, comme tous les étudiants en France. Et au moins, elle s'en va. Donc, elle repart sur Paris. Et moi, je la raccompagne. Donc, on va à la gare. Et t'as un gars, un arabe, qui nous bouscule en fait. Même pas un français, un arabe. Non, un arabe. Et c'est marrant. Tous les trucs de racisme, c'est les moi, arabes. En tout cas, 80% du temps, c'est les arabes. Donc, qui nous bouscule et qui dit « Rentrez chez vous, sale connasse ». Je suis Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais ici? Tu avais quel âge? J'ai eu le bac à 16 ans, donc j'avais 16 ans. Wow. J'avais 16 ans, j'allais avoir 17 ans, je pense, quelques jours, 1-2 semaines après. Et je dis à maman qu'en fait, non, je sais pas, soit elle reste, soit on part, mais moi, je ne reste pas. Elle m'a dit, il faut rester et tout machin, j'ai bien pleuré. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Mais bon, bref, je me suis dit, écoute, t'es là pour une raison, pour tes études. Tu travailles. Ça va finir un moment et tu vas rentrer. Et donc, j'ai eu plusieurs épisodes de racisme, toujours des arabes, c'est-à-dire que tu marches dans le centre-ville, il y a des gens qui font des bruits de singes et qui te disent rentre chez toi. Et moi, je suis là en mode, alors sauf si, je me souviens la première fois, ça m'a choquée. J'avais l'habitude de voyager avant ça. Mais tu vois, c'est Paris. C'est Paris, tu vois, des endroits un peu chics et tout. Si à la rigueur, il y a du racisme, mais pas frontal. Exactement. Donc là, je découvre le racisme. Je découvre des bidonvilles aussi. Même pas, je découvre des Africains qui sont racistes. Je sais pas si tu vois. Parce que quand je dis Africains, pour moi, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, c'est des Africains. C'est des Africains. Moi, je connaissais pas ça. Moi, j'étais dans ma bulle, tu vois. Bref. Et donc, il y a eu plusieurs cas. À l'école aussi, mais à l'école, tu vois, c'était plus de l'ignorance que de la méchanceté. Mais n'empêche, les mots restent. J'ai des épisodes, c'est des dingueries. Tu veux nous donner un exemple? Un exemple. C'était du coup en septembre, et en septembre c'est l'automne et il pleut beaucoup dans le nord. On est à l'école et il pleut, tranquille. Donc voilà, je viens de commencer à me faire des camarades de classe et tout. Et j'ai un pote, parce qu'après il est devenu un pote. Tiens, Astou, oh regarde il pleut, c'est trop bien. Chez toi, en gros, ça doit te changer de chez toi. Chez vous, vous devez faire la danse de la pluie avant qu'il ne pleuve. Attends, on est en train de parler de la France. On parle de la France. Waouh.
Et genre, le gars, il me dit ça. Il n'y a pas eu... En fait, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. Il y a une partie qui est en train de dire c'est une blague et l'autre partie qui était en train de dire de plonger sur lui pour le gifler. C'est juste qu'on a un autre camarade qui s'est interposé et qui lui a dit mais ça ne te fait pas de dire ça, c'est raciste, etc. Ouais. Et en fait, dans son explication, tu vois, je me suis rendu compte que quand il dit la chose, c'est pas un embêtement. Il y croit, oui. Parce que c'est ce qu'on lui a montré dans des reportages et tout. Exact. Ça me rappelle même un épisode parce que moi j'étais en Russie et le racisme était plus violent. Mais il y avait une période où le gouvernement russe avait fait des programmes où les Africains allaient dans les écoles on allait dans les écoles et on parlait de l'Afrique. Et je me rappelle, il y a une fois, je ne sais plus si c'était un élève ou une grande personne qui nous a dit que eux, l'idée qu'ils ont de l'Afrique, en fait, c'est qu'on vit dans les arbres, comme les singes, et qu'on mange les bananes et tout ça. Et le pire, c'est que on sentait de la curiosité chez lui, mais il ne se rendait pas compte, en fait, de l'image erronée qu'il avait de l'Afrique, en fait. Et ça m'étonne que tu vives ça en France, en fait. Je serais surprise. Après, franchement... Ça, je sais pas, c'est parce que c'est dans le nord, parce que Valenciennes, c'est une petite ville, ils n'étaient pas, je crois, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Qu'ils soient allés, c'est dans la France, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Moi, par exemple, dans mon UT, la première année, j'étais la seule noire, parce que les autres, ils étaient dans d'autres filières. Des filières plus scientifiques. Non, même pas, gestion des entreprises d'administration. Là, tu vois, c'était un bâtiment à côté, et là, tu vois, il y avait des Sénégalais, il y avait... des Maliens, ce genre de nationalité. Mais là où moi j'étais... Tu étais seule. Voilà, je comprends. Donc plusieurs trucs comme ça, beaucoup d'ignorance. Et puis un jour, tu sais quoi, j'ai dit, venez, je vais vous montrer ma maison. Et j'ai commencé à les éduquer. Et en fait, c'était bien, parce que du coup, leur regard a changé. Oui. Ils ont compris que l'Afrique, ce n'est pas ce qu'on leur montre, que c'est bien plus que ça. Mais tu sautes, tu cales en l'air. Je suis rentrée en 2016. En 2016, quand je rentrais des États-Unis, j'ai eu un épisode de raciste aussi. Donc, au final, il y en a partout. Donc, tu es rentrée au pays. Est-ce que tu avais déjà un plan bien établi? Est-ce que tu avais déjà peut-être une promesse d'embauche? Pas du tout. Je n'avais absolument rien. Je suis rentrée les bras ballants, sans économie, sans plan, sans rien. Je suis rentrée. Pourquoi? Parce que je rentre en me disant, OK, je ne peux pas vivre le stress de la France. Ça, c'est un. Si je me dis, je vais essayer d'avoir de l'expérience, en fait, je ne vais pas rentrer. Je connais plein de gens qui, en se disant justement, je vais travailler un peu le temps de mettre l'argent de côté. Tu ne sais pas à quel moment tu chopes un crédit pour ta maison, un crédit pour ta voiture, un crédit pour ça, et tu dois rembourser, tu dois faire ci. Et en fait, non. Et tu sais, moi, je voulais vraiment... la principale raison, d'abord, c'est... Moi, je veux être avec mes parents. Tu vois, pour moi, ça, c'est super important. Donc, quand je décide de rentrer, je m'en vais rester avec mes parents. En fait, toi, tu rentres seulement pour rester. C'est-à-dire que, quel que soit Alpha, là, c'est Cotonou, on va trouver quelque chose à faire. Je ne me mets pas ce stress-là. Mais par contre, je sais que mes parents sont là. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont en pays. Moi, ça me suffit à la base pour rentrer. Je sais pas si tu vois. Surtout ma mère, on est très proches. Donc, rentrer, rester avec ma mère, ça me suffit. Ça suffisait, oui. C'est bon, tu vois. Et puis qu'on se le dise, on va pas se mentir, je vais rentrer chez eux. Bon, ok, j'aurai pas forcément d'argent, mais... Ce qui est, si tu vas manger. Merci. Tu as un toit pour dormir. Merci. Les choses de stress de la vie d'adulte, j'ai refusé ça d'abord, tu vois. Et donc, je suis rentrée sans plan, sans rien. Mais par contre, on avait un projet avec des amis qui était d'organiser un fashion show. Donc, certes, on rentre sans rien, mais... enfin, je rentre sans rien, mais je rentre avec un projet à faire avec des amis. Donc, on a fait pendant 2-3 ans, peut-être 4. Et le projet s'appelait comment? SOB Fashion Week. Ah oui, donc, j'ai entendu le nom. C'était des fashion shows, expositions, formantes, etc. Après, on en a fait télé-réalité pendant une saison. La réalité du sponsoring, des finances ici. Comment ça se passe? Ça doit être difficile. Non, c'est difficile. Wow. En fait, c'est difficile et tu te retrouves avec des dettes chaque année, tu vois. Tu as beau budgétiser, etc. Entre ceux qui te promettent et qui ne le font pas. Entre ceux qui te tournent en rond, entre ceux qui...
Et en fait, très vite, tu te retrouves avec des dettes. Une année, 2 années, 3 années, c'est sympa, mais quand tu te retrouves chaque année avec des dettes, Ça voilà. décourage. Sachant que nous, on le faisait vraiment, tu vois, c'était pour donner de la visibilité, des opportunités aux créateurs, aux mannequins. Mais à un moment, ça ne nous rapportait pas d'argent. Peut-être on n'avait pas bien, c'est même sûr qu'on n'avait pas bien défini le modèle économique. Oui, Parce que quand on a démarré, ce n'était pas pour se faire de de l'argent. l'argent. Mais on n'avait pas percuté ou on a Vous mis allez trop faire de des temps. pets. C'est ça. Donc on a fait pas mal de pertes. Bon, vraiment, c'était bien costaud. Et puis à la fin, on s'est dit, écoute, euh, en fait, on a des vies à côté. Parce qu'entre-temps, j'ai commencé à travailler. Entre-temps, j'ai eu un enfant. Entre-temps... Et en fait, j'étais la seule ici. Et Les les autres autres étaient étaient à en l'extérieur. France, aux États-Unis. Et à un moment, en fait, tu es obligé de revoir tes priorités. Est-ce que tu vas te miner la santé pour quelque chose qui, de toute façon, ne te rapporte pas d'argent, que tu ne fais même pas pour l'argent, alors que tu vas t'occuper de ta nouvelle famille, que tu ne gagnes pas assez, en tout cas à ton goût. La vie est un choix. Vous avez avons mis arrêté. en parenthèse. Inch'Allah, quand on aura l'énergie, la force, on Vous allez reprendra. reprendre. Mais pour le moment, ce qui est prioritaire, c'est nous et nos familles. C'était un groupe de filles, c'est ça? On n'était que des filles. Au début, on était 5, après 4, après 3, et on a fini à 2. Wow. Donc voilà. Donc, tu avais un projet en tête, mais après, tu as trouvé un travail. Comment ça s'est fait? Alors, c'est une tante en fait qui avait une agence de communication et qui m'a dit écoute, je ne vais pas fermer mon agence parce elle a réussi à avoir un poste dans une organisation internationale. Donc elle m'a dit je ne veux pas fermer mon agence, s'il te plaît, gère ça pour moi. Je me suis dit ok. C'était sympa, tu vois, c'était tranquille, ça se passait bien. Et puis après, mais je restais 9 mois. Et puis après, on m'a proposé Et le un poste que emploi. tu occupais, ça consistait en quoi? Oh, c'est directrice de clientèle, donc c'est vraiment prendre des commandes, faire les stratégies de communication. Bon, c'est vrai que vu que je suis dans le métier, j'ai tendance à, enfin, du moins, parler dans un jargon, je vais être plus simple. Donc, chercher les clients, faire de la prospection. Lorsqu'on a des clients, c'est en fonction des campagnes. Des campagnes Répondre de à leurs besoins. publicité, c'est Oui, ça? des campagnes de publicité. Ça pouvait être de l'affichage, ça pouvait être des couvertures Radio, événements, télé. ça pouvait être de la télé, ça pouvait être juste des stratégies pour les réseaux sociaux, tu vois. Donc ça dépendait vraiment du client. C'était au cas par cas, les demandes étaient différentes parce que l'agence faisait de la communication 360. Donc ça prenait vraiment tout type de clients. C'est ça, exactement. Mais c'était plus des gros clients type banque, tu vois, institutions, etc. On ne travaillait pas vraiment, en tout cas jusqu'à ce que moi je parte avec des petites entreprises, pas vraiment. Et ensuite, écoute, j'ai atterri dans une société d'assurance. C'est marrant, j'avais fait un stage en banque et je m'étais dit, jamais je ne travaillerai en banque ni en assurance. Pourquoi? J'ai compris pourquoi on le dit jamais, jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a trop de stress en banque. C'est même pas ça, c'est que vraiment ça ne m'intéresse pas. Wow. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, ça va être les télécoms, ça va être la création. Mais pour moi, les assurances et les banques, pour moi, ce n'était pas un milieu assez intéressant où tu peux en réalité développer ta créativité au maximum. Parce que c'est des institutions. La plupart, c'est des grands groupes. Des grands groupes où il va y avoir déjà des directives et tu dois juste les implémenter. Mais je me suis dit, ok, c'est bien. Avec mon profil, souvent nous les communicants, soit on est en agence de communication, soit on est chez l'annonceur. L'annonceur, ça va être du coup les entreprises qui font appel aux agences. Et je me suis dit, écoute, j'ai besoin de toute façon de cette expérience chez l'annonceur, donc. Tu es partie. Et tu as occupé quel poste là? Attends, c'était quoi le poste? Responsable communication, marketing et relations clients, je crois, si je ne me trompe pas. Et ça consistait en quoi comme ça? En vrai, c'était une grosse arnaque ce poste parce que j'occupais le poste de 3 personnes. Non, vraiment, je suis désolée, je suis super crue, mais c'est comme ça, il faut dire les termes. Donc, j'occupais un poste de 3. En vrai, c'est un poste de 3 personnes. De 3 personnes. Mais bon, bref. Et ça consistait en appliquer en fait la charte de communication de l'entreprise à différents, à différents paliers. Donc, que ce soit la signalétique de l'entreprise, vérifier que tout est conforme, tout respecte la charte, c'était super strict.
que ce soit dans les logos, que ce soit à travers la signalétique dans l'entreprise, que ce soit la conception des flyers. Je faisais de la conception de flyers, je ne suis pas Tu graphiste. faisais la cause. Je ne suis pas graphiste, je ne sais pas si tu vois, mais je ne suis pas graphiste. Je faisais la conception de flyers. Ma foi, que j'ai plutôt bien fait, mais ce n'était pas mon taf. Ce n'était absolument pas mon taf. C'est pour ça que je dis que c'était une arnaque. En fait, tu étais responsable et tu étais en fait seule dans ton, Non, mais le dans ton pire, service oui, en fait. oui. J'avais, au niveau de la partie relation client, j'avais 2 personnes. Mhm, Une qui était plus jeune et une qui était plus âgée. Mais 2 femmes absolument adorables. mhm. Et tout le reste, voilà. Je ne sais pas à la base à quoi ils pensaient quand ils ont créé le poste. Les gars, ils se sont dit, ah voilà, écoute, soit. J'ai fait. Et donc, il y avait ça, il y avait la communication interne, la communication externe. Mais encore une fois, là, tu es très limité parce que, en gros, si tu veux déployer une campagne, le groupe t'envoie des trucs. Et tu implémentes seulement. Dans le même temps, on te demande de faire des stratégies de communication que tu fais, mais Qui ne sont jamais validées. qui sont validées, mais on va te tourner en rond avant de mettre ça en place. Ne serait-ce que pour prendre de l'argent, pour genre dire que tu as payé des fournisseurs, la croix et la bannière. Ensuite, tout ce qui est étrennes de fin d'année, tout ce qui est stratégie, communication du groupe à implémenter. Par contre, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris parce que j'avais, comment dire, 2 choses. La première année, on avait une sorte de directrice, pas une sorte, directrice groupe. Je me passerai de commentaires. Mais en ce cas, on a appris, tu vois. Et ensuite, on a eu une autre... elle était toujours là, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un entre nous. Entre nous, les responsables de filiale, et elle, la directrice. Et avec cette personne-là, waouh, on a beaucoup appris. Pourquoi tu ris? C'est la manière dont tu dis on a beaucoup appris. Non, mais le pire, c'est que c'est sérieux. Non, vraiment, elle était d'une... Tu vois, je sais pas comment... En fait, oui, c'était une générosité professionnelle. Elle avait fait un beau parcours, aussi bien en agence que chez l'annonceur. Et en fait, elle maîtrisait son domaine. Je ne dis pas que celle qui était au-dessus ne maîtrisait pas, mais tu vois la bouffée d'air frais, en fait. Tu as quelqu'un qui t'apprend énormément, qui vous écoute. C'était comme notre grande sœur, tu vois. Parce que la plupart pour ne pas dire toutes, oui, la plupart, on n'était que des femmes responsables de communication dans les différents pays. Et c'était vraiment comme une grande sœur. Elle vous coachait. Elle nous coachait, elle nous accompagnait, elle nous écoutait. C'est avec elle que j'ai appris la notion de prendre du temps pour soi, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Parce que là, je suis tombée enceinte, tu vois. Et elle me disait, oui, c'est important, fais attention à toi. Non. Donc voilà comment j'ai atterri là. Et puis après, écoute, après 2 ans... Tu as décidé de partir. En fait, c'était le meilleur des jours de ma vie, mais c'était surtout un commun accord. C'est-à-dire qu'avant de partir, je crois que c'était en congé maternité, mon boss m'appelle et puis me dit, genre, en gros, je te sens plus. J'ai dit que frère, je suis pas épanouie. Bon, j'ai pas appelé frère, bien sûr, mais j'ai dit que je suis plus épanouie. Je me demande comment tu as fait pour tenir 2 ans, parce que tel que je te vois, tu as un esprit libre. Donc je me demande comment tu as fait. Calvaire. Fallait payer les charges. Même pas, j'avais même pas spécialement des charges, mais c'est surtout que j'avais eu l'opportunité par les parents, tu vois, par un ami de la famille, donc je me sentais tellement redevable. Mais après, tu vois, la phrase que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que des fois, c'est super bien de se faire pistonner. Mais il faut faire attention à qui vous pistonne. Et en fait, ça a l'air bête. Mais même il faut même regarder la vie de la personne qui vous pistonne. Ça a l'air bête. C'est-à-dire qu'il y a des gens, s'ils me pistonnent, je serai OK. Parce que je sais que c'est des gens, quand ça n'ira pas, je pourrais aller les voir, je pourrais discuter avec eux et ils pourront comprendre ou me conseiller.
mais ce n'est pas le rapport que j'avais avec la personne qui m'a pistolé. Encore une fois, je suis grateful, je suis vraiment reconnaissante pour l'opportunité que j'ai eue, mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que ce n'était, genre, humainement, dis-toi, pour t'expliquer un peu l'anecdote, parce que moi, ça m'a choquée à l'époque, et j'ai pris mes distances d'une certaine manière. Je suis en congé maternité, ok. Je profite de mon congé maternité, je ne prends pas un jour de plus, ok. Donc je reviens du congé maternité, il y avait la directrice communication groupe qui était là. Sa première phrase quand elle me voit, tu sais c'est quoi? Elle m'a pas vu, on ne s'est pas vu depuis un an, elle vient d'arriver au Bénin parce que voilà. Et elle me dit, ah mais tu aurais pu venir nous aider pendant tes congés. En fait, Congé de... je me suis dit ok. Wow. Quand j'arrive, certaines collègues me font comprendre qu'en fait, le directeur disait aux autres jeunes, vous n'avez pas intérêt à tomber enceinte. En fait, on me jugeait parce que je suis tombée enceinte. Ce que tu dis me parle parce que effectivement, je connais des personnes qui n'ont pas eu de CDI parce qu'elles ont eu un bébé pendant leur CDD. Et à la fin du CDD, on leur a renouvelé encore notre CDD parce qu'elles ont eu de bébé. Et je me rappelle même encore, même moi, même j'ai accouché il y a 18 mois. Et je me rappelle quand j'étais en congé de maternité, il y a eu un challenge dans mon département parce que moi, je suis commerciale. Et le challenge a été atteint et tu te rends compte que la prime, quand elle a été partagée, parce que j'étais en congé de maternité, on ne m'a rien donné. Oh wow. On ne m'a rien donné et l'excuse ou bien la raison qu'ils ont donnée, c'est que oui, moi je suis en congé de maternité, je n'ai pas participé au challenge alors que c'est mon département qui participait et que, tiens-toi bien, j'envoyais des clients malgré que j'étais à la maison. C'est terriblement injuste. Et c'est que des fois on se demande si il faut faire des enfants parce que on a tout le temps l'impression qu'on doit choisir entre la réussite de sa carrière professionnelle et le fait d'être maman. C'était très violent et je me rappelle, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais ça ne s'entend pas en fait. Moi, je pense que tu vois, en vrai, de vrai, on n'a pas à choisir. Normalement. C'est juste qu'il y a des environnements qui sont toxiques. Exactement. Parce que autant, tu vois, genre, j'ai gardé contact avec certains collègues, on est toujours, voilà, proches et tout. Mais autant cette entreprise, elle est toxique. Quand je t'ai dit la personne, enfin je vais voir la personne parce que quand je suis arrivée, bon, je vais voir le directeur, là il m'a annoncé que ok, le contrat on allait terminer, j'étais en mode, enfin on s'était dit ça donc tranquille. Et puis c'est la dame qui vient, genre qui me demande de venir la voir et tout. Elle me donne son exemple. Donc je vais voir la dame en question et puis elle me dit oui, tu sais, moi quand je suis tombée enceinte, elle a une fille. Moi, quand je suis tombée enceinte et tout, après quelques semaines, j'avais déjà repris le boulot. Enfin, en fait, elle racontait sa vie, tu vois. Et en fait, plus j'écoutais, plus je me rappelais, Seigneur, ne me laisse pas devenir comme elle. Seigneur, ne me laisse pas devenir comme elle. Whatever happened, ne me laisse pas devenir comme elle. Pourquoi? Parce que le peu que je vois de cette dame, pour moi, je ne vois pas où est l'équilibre familial. Ok, elle a réussi professionnellement, mais si c'est pour sortir ça à une autre jeune fille, pour la culpabiliser d'avoir profité de son congé maternité qui est un droit dans le code du travail, c'est absolument un droit. Et on te juge pour ça, c'est mort. Je suis que ce n'est pas le genre de femme que tu veux fréquenter. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je peux faire les deux. Je peux avoir une carrière, avoir des enfants et être épanouie. Parce que si c'est pour avoir une carrière et être triste et seule et trucs, ça ne m'intéresse pas. Bien. Tu vois. Donc c'est comme ça que bon. Sachant même que le congé maternité au Bénin, normalement quand tu respectes vraiment, c'est que ton enfant est tout, tu as à peine 3 mois. À peine. À peine 3 mois. À peine en réalité. Wow. C'est en réalité l'enfant a 2 mois, il n'a pas encore. Il n'a pas encore 3 mois. Sauf si Anne Griffe, c'est marrant, sauf si Anne Griffe, tu as eu la chance, Anne Griffe, qu'il soit prématuré, oui, voilà, exactement. En bonne santé, tout ça, bien sûr. Là, tu peux avoir gratter quelques jours de plus, mais sinon.
Et c'est Et ça, c'est déjà, pas c'est normal. déjà très rude même de reprendre le boulot quand l'enfant a 2 mois, 3 mois. Parce que l'enfant tète encore la nuit, l'enfant ne fait pas ses C'est nuits, une tu ne violence. dors C'est pas. d'une violence. Mon Dieu. C'est d'une Moi, j'avoue violence. que pour mon fils, j'ai vraiment réfléchi si je devais reprendre le boulot ou si je devais arrêter. Parce que je me suis dit, ça allait être très difficile. Mhm. Après, j'avais besoin de payer mes factures. Sinon, Normal. franchement, si j'avais à choisir, je pense que j'aurais démissionné. Si j'avais un bon soutien derrière, j'aurais démissionné. Ouais. Parce que c'est très dur de laisser un bébé et d'aller travailler, de se sacrifier autant. Non, Donc, franchement, c'est c'est encore plus clair. difficile quand on entend d'autres femmes dire à d'autres, moi, j'ai laissé mon bébé à la maison quelques semaines après pour reprendre. Alors que ce n'est pas normal. Même le corps de la femme n'a pas encore récupéré de l'accouchement. Mhm. Waouh. Non, franchement, je me suis dit non. Elle peut être riche, Comment, oui. ça ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà. Donc, tu as arrêté. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es retrouvée au chômage. Je me suis retrouvée au chômage et c'était trop cool. Que tu me pardonnes. C'est pas que le chômage est cool, mais j'ai pu profiter de ma fille. Oui, Et ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. J'ai pu profiter de ma fille parce que c'était aussi une angoisse de la laisser, de reprendre le Surtout boulot. que c'était le premier. Et là, au final, c'est ça en fait. Ouais. Et là, au final, j'ai pu passer du temps avec elle. J'ai retrouvé du boulot, je crois, quelques mois plus tard. Mhm. Quelques mois plus tard, je ne sais plus exactement quelle était la période, mais quelques mois plus tard. Et là, c'était une totale autre dimension. Wow. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, tu sais quoi, le management, ce sont les personnes. Exactement. C'est-à-dire que si je dois noter mon expérience en assurance, je mettrai pour le côté où j'ai appris, Mhm. si on doit répartir les points, je dirais 3 sur 3 le côté où j'ai appris, tu vois. Oui. Le côté humain de j'ai gardé contact avec les gens et tout, je dirais 2 sur 3. Donc là, on a assez, tu vois. Et le reste, l'environnement, hyper toxique, 0. Wow. Hyper toxique, Alors que management toxique. l'environnement, c'est très important. Management toxique, j'ai dit, hé. Et en fait, ça m'a dégoûté du monde du travail. Ouais. Et donc, quand j'arrive, du coup, là, je peux dire, parce que je suis assez fière d'être passée par là, à l'agence du numérique à l'époque, qui aujourd'hui a été intégrée à la CIL. Merveilleuse expérience. Wow. J'ai une responsable bienveillante. Une responsable. Il y a des gens qui sont irresponsables. Responsable. Elle t'apprend. Elle est patiente. Elle est résiliente. Ah, elle a, comment dire, totalement changé ma vision, en tout cas, du monde du travail. Puisque je venais de... Oui. J'arrive à... Oui. Et dès le début, vraiment, elle a fait preuve d'un mentoring qui est impeccable. Wow. Je n'ai pas dit mieux. Mon directeur, du coup, lui, pareil, c'était un homme hyper bienveillant, hyper gentil, toujours disponible pour ses équipes, toujours prêt à défendre ses équipes. C'était... Surtout ça, hein, parce que au Bénin, non, il était... Les managers ne défendent pas leur équipe parce qu'il est du temps. Il est plus... Mais, super expérience. Et un truc qui m'avait choquée là-bas, quand je suis arrivée, ils ont dit, OK, il y a une règle qui est essentielle ici. Je me suis dit, voilà. À 20h, plus personne dans les bureaux. Wow. Soit, en fait, vous acceptez que la journée est terminée. Si tu n'as pas réussi à faire ce que tu as fait, tu vas le faire demain. Soit tu n'as pas terminé ta journée et c'est OK, mais rentre chez toi, en fait. Parce que tu as une vie de famille après. C'est ça. Et alors que là où j'étais, quand tu quittes, même genre à 19h, si tu n'as pas travaillé, quand tu quittes à l'heure où tu dois quitter, là où sur ton contrat, on dit tu termines à 18h30, tu vas terminer à 18h30. Et puis on te dire, quand tu as déjà fini. Tout le monde te regarde, même tu te sens coupable. C'est ma faute si vous ne savez pas comment travailler. Non. Et il y a un jour, mon directeur, il m'avait fait un commentaire pédé comme ça, genre où je partais à 18h. Il fait, ah, tu as déjà fini, tu t'en vas déjà? J'ai fait, oui, j'ai terminé les tâches de ma journée. Il faut savoir travailler, c'est tout. Je suis partie. Non, à un moment, on va arrêter. Est-ce qu'il a compris la pique? Je ne sais pas. Qui comprend, c'est même pas mon problème. Et donc, voilà, genre par exemple, au-delà d'une certaine heure, ma manager, Christelle, elle s'appelle comme moi en plus, me dit,
Astrid, Il ta faut fille partir. t'attend. Ouais. Rentre à la maison. Wow. Et je m'arrangeais de toute façon pour finir Fini tout ce tout. qu'elle me donnait avant. Mais si je reste, c'est que je veux aider sur quelque chose et tout machin. Donc vraiment, on a eu un truc last minute, je préfère traiter Oui. ça. Mais elle me dit, ah non, Astrid, il faut que tu rentres, ta petite famille t'attend et tout machin. Donc, tu vois. Et Voilà. ça, je pense que c'est ma meilleure expérience professionnelle, humainement parlant, tu vois. Et j'avais des collègues qui étaient super sympas, on se marrait super bien. Les vendredis, chacun à notre tour, on commandait le goûter. Bref, franchement, au Bénin, c'est ma meilleure expérience. Rien à dire, sur tous les plans. Et tu as fait combien de temps là-bas? J'étais en consultante. Donc, j'ai fait 3 contrats de... Je crois que c'était 6 mois. Donc, du coup, 1 an et demi, 4 ans, 1 an et demi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après ça? Après ça, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'est marrant parce qu'après ça, je me cherchais en mode, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'à la fin de la journée, je dois avouer que le 8h-19h, quand tu dois payer les factures, ok, c'est incontournable, mais ça ne me convenait pas tant que ça. Après, je ne me leurrais pas, tu vois, dans le sens où je sais très bien que bah, c'est comme ça, enfin, dans ma tête, c'est comme ça la vie. Mais j'aurais aimé trouver une alternative. Donc, je me suis dit, ok, est-ce que je ne vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. En parallèle, et c'est marrant parce que c'est important, si je veux te dire son compagnon, je sais qu'on y reviendra. En parallèle, j'ai vu un appel de recrutement pour une agence qui s'appelle Totem Experience, qui est basée en Côte d'Ivoire. Et c'est marrant, moi j'ai connu l'agence quand j'étais encore en France, parce qu'ils organisaient un événement que j'avais trop kiffé, à Dicom. Et je me disais, waouh, j'aimerais trop travailler là-bas et tout, nan. Mais tu vois, je voyais le truc en grand, en mode, je n'ai pas les compétences. Donc je n'ai pas postulé. Tu sais, mon mari a postulé à ma place sans me dire. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'annonce, je ne lui ai pas dit, ah, j'aimerais bien aller là-bas. Je ne lui ai pas dit ça. Mais quand il a vu l'annonce, il a dit, ça c'est pour Astrid. Sérieusement? Ouais, et il a postulé pour ne pas me donner de... pour ne pas me donner de faux d'espoir ou me stresser ou tu vois si c'est négatif que je le prépare. Moi, il ne m'a pas dit. Et il connaissait, il connaît le directeur de l'agence. Donc, mon CV est étudié à tous les niveaux, etc. Et là, il vient me voir, il me dit, écoute, tu vas avoir un entretien bientôt. Je dis, comment ça? Et il dit, tu vas avoir un entretien et tout, voilà, faut tel, faut, c'est tout. C'est que j'étais en mode... C'est ce que ton cœur fait. J'étais en mode... En fait, pour moi, j'étais waouh, en mode... C'est la plus belle preuve d'amour qu'on m'ait faite. Et tu vois, j'étais stressée. Oh mon Dieu, j'ai trop hâte, purée, il faut que je me parle. J'étais stressée, j'étais enjaillée, j'étais... Imagine qu'il t'avait dit qu'il avait postulé ça le trop me départ. stresser. Il me connaît. Donc j'ai passé l'entretien avec les responsables et j'ai eu le poste. Et donc c'est là où je suis là-bas du coup depuis... Covid, c'était en 2020. En 2020, oui. Pendant Covid, j'étais encore à l'ADN. Donc 2021, ma fille est née en 2021, Aïla. Donc ouais, 2021. Wow. Et tu sais ce qui me là où je me suis dit, ok, c'est trop cool. J'étais déjà enceinte quand ils m'ont recrutée. Ça ne les a pas dérangés. Et ils m'ont donné un congé maternité. Je veux dire, on ne se connaît pas. T'es là, tu me donnes tout ça, c'est gentil, mais on ne se connaît pas. C'est tellement rare. C'est ça. Et je me suis dit, ok, je vais travailler avec des humains. Là, je travaille avec des humains, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est encore une autre facette de l'humain dans le monde professionnel. Donc, j'ai été embarquée. Il y avait eu, une vague de recrutement. Et donc, ils ont recruté dans la même période au Bénin. On était 3 recrutés au Bénin, au Mali, au Burkina, je ne sais plus dans quel pays. Et juste après, il y a eu un team building. Je crois 1 mois et demi, 2 mois après les recrutements, il y a eu un team building. Donc, on allait à Abidjan pour tous se connaître et tout. Et ça, je me suis dit, c'est la vision que j'ai de l'agence. Un espace où tout le monde est jeune. Où le patron, il a quel âge? Je crois que cette année, bon, je vais pas dire son âge, mais il est jeune. Il est jeune. Et en fait, tu te retrouves avec que des jeunes. Il n'y a aucun vieux dans la boîte.
Donc, Et ça tout aussi, le ça a monde a été l'esprit nouveau. ouvert. C'est ça. Ça aussi, c'était nouveau parce que du coup, tu te retrouves avec des personnes de différentes nationalités qui ont divers parcours, qui bossent sur divers clients. Et ça, même déjà, ça te stimule intellectuellement. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et là-bas, en fait, si tu veux, j'ai plusieurs casquettes. En fait, moi, toute ma vie, c'est avoir plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes. Alors, je suis sur les appels d'offres. Donc, de Au grandes Bénin, tu entreprises. gères le Bénin, c'est ça? Je suis partout. Ok. J'ai des clients au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France. Et c'est toi-même qui fais la prospection? Non, en général, Mais tu hérites d'un portefeuille que tu dois développer. Alors, oui et non encore. Par exemple, on va avoir un appel d'offres, d'accord? On a vu whatever l'appel d'offres que nous envoie. Il faut y répondre. À ce moment-là, le directeur de projet va constituer son équipe. Et moi, je vais être dans l'équipe avec, par exemple, graphistes, avec des community managers, etc. Et on va répondre à l'appel d'offres. Tu vois, ça c'est un. Deuxièmement, il y a la partie où j'ai mes clients. Où en effet, là, je vais soit gérer ce qu'on appelle des social media rooms. Donc, en fait, c'est la gestion des réseaux sociaux. Un package. Ou des campagnes influence. Je crois que c'est le plus stressant, mais c'est ce que j'aime le plus aussi. Donc, soit des campagnes influence, soit de la social media room, ou des campagnes ponctuelles. Tu vois, tu en as qui viennent juste, par exemple, ils veulent lancer tel produit, faire tel événement, et puis ils lancent. Donc voilà, et à côté de ça, je m'occupe aussi du développement de la marque agence. Donc, pour faire connaître l'agence. C'est ça. Comment tu fais les campagnes d'influence, comme tu dis, ça se déroule comment? Alors, je vais prendre un cas simple. Enfin, un cas simple. Un cas sur lequel j'ai travaillé. Attends, laisse-moi réfléchir parce qu'il y a deux campagnes que j'aime beaucoup. Ok. Alors, donc je vais prendre une campagne sur laquelle on a travaillé l'année dernière pour la Cannes. C'était pour l'entreprise Total Energy. Donc, l'entreprise vient nous voir en disant, voilà le brief, nous, on voudrait organiser une campagne d'image panafricaine. Et on veut que ce soit vous qui gériez. Donc, comment ça se passe? Dans un premier temps, on va bien évidemment étudier le brief qu'ils nous envoient pour leur proposer aussi bien des influenceurs que des actions à faire. Parce qu'en fait, là, la particularité, c'est qu'on devait construire la campagne. Sur toute la période de la Cannes. C'est ça. Il y a des fois où les entreprises viennent et ont déjà leur vision. Et là, des fois, elles n'ont pas la vision. Donc, nous, on construit ça, on construit la campagne, on propose des influenceurs. Une fois que les différents concepts, en tout cas ceux qui veulent prendre comme concept, une fois que tout est validé, maintenant on va commencer à chercher les influenceurs. Donc certes, il y a une première proposition qui est faite, mais qui sera basée sur deux choses. Les influenceurs qu'on connaît, personnellement et concepts qu'on peut contacter, et des recherches qu'on est allé faire où on ne connaît pas les personnes. Donc là, il faut commencer à les contacter, il faut négocier. Sur cette campagne, on avait une douzaine de pays. Il y avait la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mozambique, l'Afrique du Sud et je ne sais plus le Nigeria. Il fallait des influenceurs dans chaque pays. Un influenceur par pays. Ouais. Les choses là, je ne sais même pas, tout il manque encore quelques-uns. Et c'est la partie la plus simple. Non, mais bon, bref. Donc, il faut, une fois que c'est validé, on a présenté à chaque influenceur ce qu'il doit faire. Si c'est validé, c'est parfait. Il y en a qui n'acceptent pas forcément. À ce moment-là, il faut en chercher d'autres parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le prix. Donc, il faut en chercher d'autres. Et une fois que les actions sont mises en place, maintenant, mes équipes et moi, on doit suivre l'avancée, c'est-à-dire suivre que les actions sont bien réalisées en temps et en heure, que ce soit les stories, que ce soit les vidéos, que ce soit les partages. Donc il faut voir aussi régulièrement en fait la page des influenceurs s'ils respectent ce qui est demandé. C'est-à-dire que si par exemple ils doivent poster le 1er avril, si le 1er avril, déjà la veille, même pas on doit valider de toute façon les contenus. Donc, le contenu, il est envoyé en amont, il est validé par le client et il a le feu vert pour poster. Et si, par exemple, tout est OK, mais qu'il ne poste pas, bah, là, tu vas le voir en mode qu'est-ce qui se passe voilà. C'est pas tout le temps, c'est pas évident parce que des fois, tu sais, ils ont leur vie, ils ont leur réalité, ils oublient, ils ont tel truc. Donc, des fois, il faut leur courir après pour déjà ne serait-ce qu'avoir le contenu.
Donc, ça demande beaucoup de patience. Oui. Ça demande beaucoup de diplomatie. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis créatrice de contenu aussi. Oui. Et que les gens me payent pour leur communication. Ce qui fait que je sais comment leur parler. Je sais comment soit être ferme, soit leur faire peur, soit les amadouer, tu vois. Mais ce que j'essaie de faire au En fait, tu maximum... connais vos caprices et tu connais aussi vos forces. C'est ça, exactement. Donc, et surtout les réalités. Ouais. Parce qu'il y en a, malgré toute la bonne volonté, ils sont occupés Oui, en fait. oui, Tu vois, c'est ils sont ça. occupés. Et certains sont acteurs, par exemple. Donc, en fait, ils tournent, ils n'ont pas le temps de tourner toi ta Oui. vidéo. Voilà. Donc, ensuite, une fois que chaque action est faite, on demande d'avoir les statistiques Ok. qu'on répertorie dans un tableau pour derrière faire un rapport au client, tout simplement. Ok. Et avant qu'ils commencent les actions, il faut payer une avance aux influenceurs. Et à la fin, il faut payer également une avance. Et puis voilà, on présente le rapport final au client. Et tu vois, ça par exemple, c'est une campagne, j'en parle très simplement, mais qui a été très challengeante et surtout qui a duré plus que Ce que vous aviez prévu. Exactement. Parce que la CAN a duré quoi? On s'était prévu pour que ça commence avant la CAN et que la CAN soit de l'apothéose. Oui. Malheureusement, le client n'a pas pu faire démarrer la campagne avant. Attends. Donc ça a commencé quelques jours avant la CAN. Donc, ce qui fait qu'au final, là, on devait avoir 3-4 mois avant plus la CAN. On a eu la CAN plus 3-4 mois, tu vois. Et donc voilà, après, à force que les influenceurs ne rendent pas le travail à temps, forcément, tu te retrouves avec des délais à rallonge. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a largement dépassé les objectifs que le client souhaitait, c'est-à-dire que sur tous les influenceurs, on devait avoir plus de 2 millions de vues cumulées. Donc, ce qu'on a très bien réussi à gérer tout au long de la campagne. Et ça a l'air comme ça, mais c'est pas évident, tu vois, parce que tu peux avoir des personnes qui ont un grand nombre d'abonnés, mais au moment où ta vidéo sort, le reach n'y est pas. Oui. Parce que le message ne parle pas à la communauté, tu vois, parce qu'on avait des thématiques pour chaque mois. Donc, selon les thématiques, c'était un challenge, parce que tu sais jamais comment les communautés vont prendre le contenu. Oui. Et si toi, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et tu as la pression comme si... Mais donc, voilà un petit peu comment ça se passe. En fait, je pense que ton métier, il faut avoir la passion pour le faire, pour ta communication. Clairement. Non, il faut avoir la passion et en vrai, il faut aimer l'humain. Ouais. Il faut aimer l'humain parce que tu deals avec toutes sortes d'humeurs, tu vois. Il y en a un, deux dedans que je connaissais grâce à l'événement qu'on fait à DICOM. Il y en a que je ne connais pas du tout. Il y en a avec qui je me suis liée d'amitié. Il y en a avec qui je ne veux plus travailler, tu vois. Il faut aimer l'humain. Et comment tu es devenue créatrice de contenu? Alors, la création de contenu, vraiment, ça a commencé en France. Je crois que c'était 2015-2016. En gros, je sortais d'une dépression. J'ai fait une longue dépression suite à une relation toxique. Une dépression de 9 mois. Et pour me sortir de cette dépression, je me suis mise au sport. Je ne savais pas forcément ce qu'était une dépression. J'ai découvert ça quand j'étais dedans parce qu'au moment, je me suis dit, c'est pas normal ce que je traverse. Et j'avais besoin, en général, quand tu fais une dépression, pour t'en sortir, c'est d'avoir des petits objectifs, tu vois. Et ça varie vraiment en fonction des gens. Il y en a, le simple fait de se lever le matin et d'aller prendre une douche, c'est un accomplissement. Et moi, du coup, je cherchais un objectif. Et écoute, à l'époque, Instagram était en mode à son pic. Voilà. C'était, tu vois, ça aurait pu te... Le réseau social sur lequel il fallait être. C'est ça. Et donc, c'est surtout que c'était beaucoup sur l'image, sur le paraître, il faut se le dire. Et puis, il y avait une vague, sauf si vraiment, moi, c'est parce que c'était mon centre d'intérêt, mais des fit girls. Des fit girls qui font du fitness sur les réseaux. Et j'aimais beaucoup ça. Tu vois, le côté où genre... Il y avait deux choses que j'aimais. Déjà, le physique. Moi, je vais être une fitness girl et tout. Et tu as le côté dépassement. Je ne faisais pas spécialement de sport. Genre, je suis bonne au sport, mais grâce à ma taille, mais sans plus. Et là, je vois des femmes qui sont genre
de différentes morphologies, mais moi, je m'identifie à des filles qui ont mon physique, qui peuvent soulever des poids super lourds. Et genre, j'ai trouvé ça intriguant. Parce que, en fait, ça fait que tu commences petit avec, je sais pas moi, avec rien, avec le poids du corps. Et 1 an plus tard, tu peux te retrouver à soulever ton poids, voire plus. Et ça, c'était un objectif. Dans le sens, je veux le faire, je veux ressembler à ces filles-là, mais aussi, je veux me dépasser, je veux me surpasser. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer du contenu, bien-être et lifestyle, parce que l'objectif, c'était de dire aux gens, prenez soin de vous. Et genre, je savais qu'il fallait que je parle de la santé mentale, mais je ne trouvais pas, enfin, je me sentais pas légitime, je voulais pas en parler, tu vois. Et donc, après le sport, il y a un jour, je me suis dit, c'est quoi? Faut que j'en parle. Faut que j'en parle parce que si moi, je suis passée par là, ça veut dire que il y a plein de gens qui passent par là. Mais en fait, en Afrique, c'est tabou. Qu'est-ce qu'on te dit quand C'est très tabou. Quand on voit une dépression, déjà, les gens ne reconnaissent pas la dépression. Et quand tu vas essayer d'expliquer, quand bien même tu saurais c'est quoi, on va te dire, oh, c'est bon, tu as tout, lève-toi. De quoi tu te plais, tu as envie, tu es en bonne santé. Si seulement c'était juste ça. Ce n'est pas juste ça, tu vois. C'est une réelle maladie qui, en fonction de qui tu es, de ta personnalité et de ton vécu, la dépression peut être plus ou moins violente et plus ou moins longue. Quelqu'un qui a vécu des traumatismes dans l'enfance aura forcément une dépression plus violente, plus profonde que moi, tu vois. Et en même temps, ce n'est pas de la comparaison, mais c'est le fait d'accepter et de reconnaître que l'être humain n'est pas fort. L'être humain n'est pas immortel. Nous sommes des géants au pied d'argile, en fait. C'est ça. Genre, l'être humain, il a sa santé physique, il a sa santé mentale, il a sa santé spirituelle, et sa santé émotionnelle. C'est de reconnaître qu'il y a tout ça et qu'en fait, des fois, ça ne va pas. Donc, j'ai décidé d'en parler, de créer ce contenu-là sous forme de carrousel informatif. Et plus je le faisais, et plus je recevais des messages, plus je me rendais compte que ok, ça existe vraiment et que les gens en parlent, enfin des gens subissent ça. Mais les gens n'osent juste pas en parler. C'est ça. Les gens n'en parlent pas. Peut-être parce qu'ils ont aussi peur d'être jugés. Parce qu'en Afrique, quand tu parles de dépression ou de déprime, soit les gens pensent que tu joues la victime, soit les gens pensent que tu ne veux pas tourner la page et tout ça. C'est ça. Mais en réalité, les gens ne veulent pas se mettre à la place des autres. En vrai, c'est... On manque d'empathie. Totalement. D'empathie et d'information et de connaissances au sujet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Parce que je me suis dit, je ne vais pas garder ça pour moi. Moi, ma dépression, je l'ai vécue seule. C'est-à-dire que je n'ai pas dit à mes proches, je n'ai pas... Ouais, non, je dis, tranquille, je dis à personne. Genre, moi, tu vois, ce côté-là, je suis forte, mais en même temps, tu as le côté où tu es gênée, ou le côté où tu as honte, genre, où tu ne te sens pas légitime. Mais en fait, il n'y a pas de légitimité ou pas. Ça arrive, c'est une maladie. C'est comme quelqu'un qui a le palu, sous prétexte que justement, il sera fiévreux, il aura des maux de tête. On va se dire que lui, il est vraiment malade. Tu vois. Alors que la santé mentale, il y a tellement de pathologies dedans que voilà. Il faut vraiment avoir le courage d'en parler. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est comme ça que tu as commencé à créer du contenu, tu as commencé à gagner en visibilité. Et tu as pris plaisir à ça? Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais caché le fait que je prends du plaisir parce que j'aime la communication. Je suis quelqu'un, je suis très à l'aise quand il s'agit de parler en public. Je suis très à l'aise devant la caméra. Et tu es aussi MC. Ah oui, c'est vrai. On ne parle pas souvent de ce point et tu es quand même MC. Oui, je suis MC. J'anime des événements. Est-ce que tu as fait une formation dans ce sens? Pas du tout. Mais vraiment, j'ai aucune formation. C'est... je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je pense que c'est parce que je suis à l'aise dedans, du moins que j'ai toujours ce côté-là, je sais communiquer, je sais parler en public, que du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, parce que ça va de pair avec ma personnalité. Mais je n'ai pas fait de formation spécifique dedans, pas du tout. Et dans la création de contenu, comment tu arrives à faire gérer aussi ta vie privée? C'est-à-dire exposer ta vie tout en gardant une partie privée. Alors, en fait, je choisis ce que je montre, tout simplement, parce que je choisis de montrer
euh, comment dire, les trucs auxquels on peut relate. Les trucs que monsieur et madame tout le monde vivent. Les dingueries que les enfants nous sortent, par exemple, le soir après Seigneur. l'école, tu vois. Parce qu'on se reconnaît tous, on sait tous que nos enfants sont comme ça, voilà. Ou par exemple, quand ça va pas, tu vois, moi j'ai aucun problème à dire quand ça va pas. Alors que souvent les gens n'aiment pas dire quand ça va pas. Non. Tu vois, moi j'en cite par exemple, écoute, ça va pas, je peux juste disparaître, comme je peux dire, ok, aujourd'hui j'en sais, mettre un petit truc écrit et puis voilà. Mais tout se fait avec beaucoup de spontanéité. Je ne suis pas dans le calcul, tu vois. Quand, par exemple, les filles font des dingueries que je filme, il y a des trucs que je filme, je poste, j'oublie même de poster. Mais c'est parce que sur le moment, j'ai envie de partager ça. Donc, il n'y a jamais rien qui est calculé. Même quand je me lève, par exemple, tu vois l'exemple justement de ce que je montre, ce qui est privé ou pas. Exemple tout bête, ma coiffure. Il y a des gens qui pensent que, ceux qui me suivent depuis longtemps, ont déjà vu toutes sortes de coiffures sur moi. Et ont surtout déjà vu que ça, c'est ta marque. Mais ça, c'est ta marque de fabrique. Ma marque, oui, mais c'est surtout une perruque, tu vois. Moi, je me suis demandé ça, hein, si c'était tes cheveux, si c'était une perruque. Et en fait, tu vois, les gens... Moi, je rigole beaucoup de ça parce que les gens pensent que c'est un big deal de dire que tu portes des perruques. Wow. Pour moi, c'est pas un big deal, c'est une perruque. Si le vent souffle trop, là, ça va s'enlever. Tu vois. Et les gens comprennent pas que, en fait, j'assume. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu vas te montrer comme ça. Moi, j'ai des cousins, genre en mode, je suis en mode de, tu vois, avec mes nattes. Je vais te filmer. Je vais te filmer, je vais mettre sur. Je dis, filme. Mes abonnés m'ont déjà vu sans ça. Les cheveux bien tassés, bien crépus, les cheveux nattés, les cheveux dans tous les sens. Ça ne me dérange pas. Parce que je ne suis pas là pour calculer quoi que ce soit. Tu es authentique, en fait. Prenez-moi. Ça sort comme ça sort. Prenez-moi comme vous voulez. Voilà. Wow. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est wow, la vie est trop courte pour faire semblant, pour jouer un personnage. Je n'ai pas ce temps-là. En fait, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas l'envie, je n'ai pas le temps. Donc, mais ça ne te prend pas trop de temps. Parce que quand tu es créateur de contenu à ton niveau, tu es sollicité à beaucoup d'événements. Comment tu arrives à gérer? Je m'organise. Je m'organise. Ça prend du temps en fonction des périodes. Tu vois, il y a des périodes qui, bien sûr, sont plus intenses que d'autres. Décembre, par exemple, il y en a carbure au café à la vitamine C, ma soeur. Donc, alors qu'il va y avoir des périodes où tranquille, tu vois. Et je n'ai même pas de contrat. Et genre, je vais créer pour moi-même, par exemple, tu vois. Mais c'est de l'organisation, tu vois. Si je prends la période de décembre, qui est la période la plus chaude, par exemple, tu vas avoir une semaine, ok, où je vais avoir du contenu à créer pour les marques. Parce qu'à l'époque, en cette période, je fais des concours. Des concours, oui. C'est vrai, j'ai vu passer l'année passée. Je vais gérer le boulot. Le boulot est toujours prioritaire. L'agence est toujours prioritaire. Une fois que j'ai fini mon taf en agence, je peux maintenant passer à la création de contenu sur le temps disponible. La chance que j'ai, c'est que j'ai une nounou. Donc, si les filles ne sont pas, par exemple, à l'école, elles sont à la maison avec la nounou et que je peux m'organiser en conséquence. Et je vais, bien sûr, ça va toujours être par ordre de priorité. Ça a l'air truc, mais je vais prioriser, par exemple, la marque qui a payé une avance. Tu vois, je vais prioriser la marque qui a fait ci. Et il y a différents critères qui varient en fonction de la période. Et donc, maintenant, c'est vraiment de se dire, OK, là, la période, elle est chaude. Je m'organise, je me fais un agenda. À telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça. Et si c'est les vacances, il y a des jours où je vais être off pour les enfants aussi. Si je vois que, par exemple, de discipline. Énormément. Et en fait, même en étant organisé, en étant discipliné, il y a plein de choses que tu ne prévois pas. Par exemple, on m'appelle un jour pour faire des interviews. Littéralement, on m'a appelé à minuit, 1h, et je dormais. Donc, c'est le matin que je vois le truc. Et je dois faire des interviews dans la journée. Ce qui devait être des interviews qui devait durer quelques heures, ça a pris toute la journée. Et ça, malgré ton organisation, en fait, tu as une opportunité, mais ça va te désorganiser. Mais il faut que tu saisisses l'opportunité, tu vois. Donc, tu choisis l'opportunité et là, dans le même temps, tu dois réorganiser ta journée, réorganiser tout ce que tu as à faire.
Et c'est pour ça que moi, je me balade très souvent chargée toujours avec mon ordinateur, avec mon iPad, avec mes téléphones, parce qu'on ne sait jamais. Jamais, oui. Tu vois. Et te retrouver coincé quelque part, alors que tu as du travail, par exemple, c'est des trucs que moi, je ne peux pas me permettre. Ça stresse aussi. Ça stresse énormément. Donc, c'est vraiment j'ai une organisation de base, mais en fonction de la période qui va varier. Mais il faut toujours être organisé. Quand on fait les trucs, et quelquefois j'essaie de faire des trucs à l'aveugle, tu perds du temps, tu perds de l'énergie et tu stresses. Et c'est pas intéressant. On va parler du sugar daddy. On s'est fait la rencontre. Il est venu sur cheval blanc, dans son costume. Oh, pas du tout. On s'est connus. À la base, tu le connaissais déjà parce que c'était quand même une star. Pas du tout. Ah. Je t'explique. C'est ça qui est marrant. Dans le rap béninois, je n'écoutais pas vraiment le rap béninois déjà de base pour commencer. Ok. À l'époque où j'étais encore à Cotonou, je connaissais Diamant Noir parce que ma cousine est amie à Amir. Et dis-toi, il y a même jusqu'aujourd'hui, je découvre encore des chansons de Diamant Noir. Genre, juste pour te dire. Donc, je connaissais les chansons que tout le monde connaît, tu vois, qui font le buzz, tout ça, machin. Et sans plus. Ok. Je sais qu'il y a le truc CCC. Oui. J'entends parce que bon, je suis pas con non plus, tu vois. Oui. Et, mais dans le CCC, je connaissais justement pas Nasty. Et je ne connaissais pas Armel. Et Rawa, donc B-Side, je le connaissais pareil par ma cousine. En tout cas, tu vois. Oui. Et donc, bref, donc, je sais que c'est marrant, c'est vraiment marrant parce que quand j'étais en France, il y avait une de mes chansons préférées, Cotonou, ma ville. Et en fait, si tu veux, on écoutait ça avec nos potes. À l'époque, tu vois, t'es là, t'es dans un film, on met le son, mais vous ne regardez pas le clip. Non. C'est juste pour l'ambiance et tout. Et j'aimais beaucoup ce son, tu vois. Mais que j'écoutais sur les plateformes. Mais je n'ai jamais fait le lien entre l'artiste et la chanson. C'est ça, non, c'est pas un problème. Il y a soit je vais vraiment aimer un artiste et je vais connaître toutes ses chansons, ou presque, soit genre je vais beaucoup aimer la chanson. Sans chercher à découvrir l'artiste. Donc, on kiffait la chanson, Cotonou nous manquait, c'était chic, voilà. Donc, c'est pour te dire, j'entendais ces chansons. Pareil, les Salutations de répondeur. Je sais que quelqu'un a chanté ça, mais sans plus, ça ne m'intéressait pas, tu vois. Moi, je préférais tout ce qui était culture américaine, culture française. Donc, voilà, ok. Ensuite, je t'ai dit, on est rentré en 2016 pour faire notre événement. Et j'ai une amie qui me dit, ah, pourquoi tu rencontres la Cinesta, c'est un artiste, mais surtout il a un média sur lequel, en fait, vous pouvez communiquer sur l'événement, vous pouvez utiliser sa base de données. Je dis, ah, chouette et tout, nanana. Et puis, ah, machin, c'est une star. Et moi, il y a un truc, à l'époque, quand tu ne connais pas, c'est normal que tu juges. J'ai toujours pensé que, avant d'être dans le milieu, pour moi, les artistes béninois, je ne les considérais pas comme des stars. Parce que j'étais de mon prisme égocentrique où je ne calcule pas le fait que il y a des gens qui les aiment, qui les adulent, qui machin. Donc, moi, j'ai minimisé ça. Ça ne me concerne pas, vos affaires de stars. Et tout, ok. Et donc, ce qui est marrant, on avait rendez-vous un lundi. Ça me fait trop rire. On avait rendez-vous un lundi. Et il y avait une soirée le samedi d'avant. Une soirée à laquelle il y avait le chanteur Hiro, si je ne me trompe pas, oui, qui venait pour un showcase. Donc, j'étais avec des amis, tranquille, on s'amusait dans notre salon. Et puis, tu as du coup le CCC qui arrive. Ok, jusque-là, tout va bien. Je connaissais Amir, comme je t'ai dit, de par Karel. B-Side aussi un petit peu. Donc, quand il arrive, ben, je vais saluer Amir. Moi, je suis très sur le respect des aînés. Moi, on m'a éduqué comme ça. Si tu es déjà quelque part et que ton aîné vient, tu vas saluer. Des fois, tu as la flemme, ça peut se comprendre, mais j'essaie au maximum, tu vois. Donc, je vais saluer. Et là, tu as mon meilleur ami qui, du coup, est proche de tous. Il dit, ah, mais attends, je vais te les présenter pour qu'ils puissent t'aider à booster ton événement. Je lui dis, ben, je connais déjà Amir. Il dit, oui, mais parle-lui quand même de l'événement. On est en soirée, moi j'ai envie de faire le show, donc j'abrège rapidement, tu vois. Et il fait faire ça avec chacun. Et puis, quand vient le tour de Sugar Daddy, qui à la base n'était pas Sugar Daddy, le mec il tire la tronche.
En fait, le mec, il tire, il est là avec sa casquette et tout, il a son verre, et il tire la tronche. Ça se voit que le gars, il n'a pas envie d'être là. Mais, il est là, tu vois. Ok. Donc, je vois, et genre, du coup, euh, mon pote, la dynastie, ça, je fais, ah, c'est avec toi que j'ai rendez-vous Rendez-vous le lundi. lundi. Il dit, ah oui, ok, bon, bah, enchanté et tout, machin. Ok. Et moi, je vaque. Moi, j'avais déjà, genre, j'étais un peu pompée, j'avais des bébés. Mais je ne m'avais pas calculé ça, tu vois. Oui. Je sais que je dois voir le monsieur, sans plus. Donc, je retourne avec mes copines et tout. Nanana. Pendant ce temps, ce jeune homme se demandait, il a demandé à quelques personnes, mais la petite là, c'est qui en fait? Parce qu'en gros, il voyait une go qui gambadait un peu partout. Il disait que j'étais bourrée. Moi, je disais que j'étais pompette parce que, en fait, si tu veux, à ce moment-là, il y a un contexte dans Cotonou qu'il faut savoir. Il y a certains milieux, les gens, ils sont guindés de ouf. Exactement. Moi, je ne connais pas le guindage. Je sais pas si ça se dit. C'est plus fort que toi. Mais moi, je suis très spontanée, très authentique. Si j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Si j'ai envie de rigoler, je rigole. Si j'ai envie de rester assise, je reste assise. Mais je ne veux pas rester assise alors que j'ai envie de m'amuser. C'est ça. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas souvent. Parce qu'en général, Ouais, tout le monde est sérieux. ça. Et en fait, moi, non. Donc, ils se font C'est que j'imagine la scène, quoi. C'est quoi cette sauterelle-là qui va à gauche, à droite et tout, machin? Et donc, ils pensaient que j'étais bourrée. Et moi, j'insiste toujours, j'étais pompette. J'étais pas bourrée. Bref. Bon, Donc, en tout cas, s'il y a une différence entre bourrée et pompette, elle n'était je pas t'explique. bourrée. Pompette, parce que pompette, c'est C'est genre... que tu as une légère avance, mais tu n'es pas encore saoule. Oui, Voilà. oui, voilà. En fait, tu as bu assez pour être joyeuse. Oui, mais tu n'es pas saoul au point de ne pas savoir ce que tu ouais, fais. exactement, oui. Exactement. Donc, du coup, la soirée se passe et en fait, on se calcule plus. Tu vois, tranquille, chacun rentre et tout. Et donc, lundi, vient le moment où on doit se rencontrer et tout, machin. Donc, il m'envoie un message pour m'indiquer, tout ça, non? Et tu sais, dans ma tête, je n'ai pas fait attention à la personne. Il avait sa casquette, son verre, il était... Je n'ai pas fait attention. Quand je suis arrivée dans son bureau, j'ai fait, ah, c'est ça que j'ai vu samedi, c'est pas la même chose parce que là, il n'avait pas sa casquette. Exactement. Il était en chemise. Genre plus respectable. Deux salles, deux ambiances. C'est ça. Deux salles, deux ambiances. Je me suis dit, le gars est beau. Il fallait rester, il fallait se comporter. Il fallait rester digne, tu vois, et ne pas trop sourire et présenter le projet. Mais tout au long, c'est-à-dire que tout au long, je t'en mode, le gars est beau, waouh, il est beau. Et en fait, quand je lui parle, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, enfin, moi j'ai remarqué ça en faisant les entretiens, en allant présenter le dossier. Souvent, tu as des fois où les gens, ok, tu viens pour présenter ton truc, et ils sont là, tout est demi, ils regardent le monde, ils font quelque chose, ils font machin. C'est agaçant. Et en fait, là, je pense que c'était vraiment la première fois que je rencontre, dans le cadre de l'organisation de l'événement, quelqu'un qui t'écoute de bout en bout et qui te regarde droit dans les yeux. Ça, c'est un bon gars. Et bref, on parle, il dit comment il peut m'aider, etc. Non, c'est super. Je suis ok. Et donc, on convient qu'il faut faire une interview et tout. Enfin, pas de problème, il faut revenir après, machin. Enfin, du moins, on convient de rendez-vous. Quand je suis sortie de là, j'ai envoyé un message à ma cousine, qui est ma meilleure amie, et à mon meilleur pote. Je leur ai dit, je viens de trouver mon futur mari. Oh, waouh. Genre, elle me dit, ouais, sérieux, c'est qui et tout, machin. Et en fait, vu que c'est après que j'ai connecté tous les points, en disant, ah, c'est vrai qu'il est artiste. Oui. Parce que quand il m'écrit, c'est pas en tant que Nasty Nesta, c'est en tant que Daniel Malangué. Oui. Alors que moi, quand on m'a envoyé vers lui, c'est tu vas voir Nasty Nesta. Tu vois ce que tu vois? Oui. Donc, c'est après, non, ouais, c'est qui fait voir photo et tout. Je dis, ah, mais comment je vais trouver une photo? Je dis, ah, il est artiste. Donc, ça, je vais taper Nasty Nesta et que je lui envoie. Et on est là, on parle et tout, machin. Et c'est comme ça que on se revoit quelques jours après parce qu'il fallait faire une interview qui serait diffusée sur son média. Et là, on a bien accroché, on a bien rigolé et tout, machin, non, et je me souviendrai tout le temps. À un moment, genre, il me fait... Attends, on parlait, c'était en attendant que le caméraman vienne chez toi, bref. Donc, il me fait, et les amours, ou un truc comme ça, machin. Tu vas les taper pour voir si la petite, elle a un coup et tout. Et je lui dis... en vrai, parce que j'avais un... on n'était pas ensemble. Un gars là. Donc, j'ai fréquenté façon. Ouais. Et je lui ai expliqué, écoute, il y a un gars qui est venu, il était déjà venu. Oui, il venait, je sais plus, bref.
du Canada, un week-end pour me voir et tout. Genre, en fait, c'était l'air de dire, frère, Je suis libre. non pas je suis libre, mais Tu peux attention, essayer. non, je suis importante. Il y a des gens qui viennent depuis le Canada pour me voir juste un week-end. Oh Je ne mon sais pas Dieu. si tu vois le nombre d'heures de vol. C'est-à-dire que le gars, il atterrit vendredi, Et il est pas parti dimanche soir. Donc, Waouh. c'est pour dire, je suis pas n'importe qui. Ouais. Donc, je suis libre, mais attention, frère. Tu as de la concurrence. Si tu veux te positionner, il y a de la concurrence, tu vois. Et j'ai demandé pareil, bah, du coup, et toi? Et cette scène-là, elle est marrante. Dieu merci, je pense qu'il ne s'en avait pas rendu compte. Parce qu'après, quand je lui ai demandé, genre, je lui ai dit, du coup, et toi? Il me dit, ah, bah, écoute, qu'il est célibataire depuis peu. Et, ouais, attends. J'avais, tu vois, quand tu réprimes ton sourire, tu ne dois pas voir, genre, l'adversaire ne doit pas voir que tu savoures. Il m'a dit, genre, je suis célibataire depuis peu. J'ai arrêté de dire, la portée là, l'opportunité là, nous allons la saisir. Et donc, c'est comme ça, littéralement, depuis ce jour d'interview, dis-toi, on s'est parlé tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Wow. C'est-à-dire que littéralement, quelques temps après, il partait au Cameroun pour voir sa famille parce que son père est camerounais. Et il organisait un événement dans la foulée. Et genre, j'étais sur l'événement, moi, tout va bien, je tenais au courant, il était un peu en stress. Et genre, c'est comme ça qu'on a vraiment genre connecté. Donc, on est devenus amis d'abord. D'abord potes, après amis, on se parlait tout le temps, machin. Et de fil en aiguille, bah écoute... Vous êtes devenus un couple. Nous sommes devenus un couple. Dis-nous l'importance d'avoir un bon partenaire. Et surtout parce que je pense qu'on peut rater sa carrière, on peut rater sa vie en se mariant mal. Ça, c'est clair. Donc, dis-nous l'importance d'avoir un bon partenaire. En fait... Et surtout ce que ton mari t'a apporté. La paix. Ouais. Ça, là, sans détour, ce qui m'a apporté, c'est la paix. Au quotidien, il m'apporte bien sûr du soutien, de l'écoute, de l'amour. Oui. Il m'a apporté la paix, c'est important. Surtout quand tu es passé par des relations bien toxiques, bien nocives, bien tout ce que tu veux. La paix, oh là là, c'est primordial. Ouais. Mais bien choisir son compagnon, ça va impacter toute ta vie en fait. Ouais. Soit tu te mets avec quelqu'un en te disant que bon, c'est juste un jeu et puis... Ouais. Mais si tu cherches l'homme de ta vie, il doit correspondre à tes critères. Je suis désolée pour les gens qui disent que oh non, on a trop d'exigences. Non, il faut avoir des exigences parce que quand tu as des exigences, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Je ne dis pas genre oui, il faut être réaliste bien sûr, mais c'est basé sur toi ce que tu veux. D'accord. Donc il faut forcément définir ses propres critères d'abord. Et c'est ça, il faut se connaître soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut pour ne pas perdre de temps, pour ne pas perdre d'énergie et trouver la bonne personne. Parce que derrière, vous devez être comme des partenaires. Vous devez être des partenaires de vie, des partenaires de travail, des partenaires, tu vois, quand tu fais en tant que parent. Et il faut que vous puissiez avoir la même vision des choses, que vous puissiez être sur la même longueur d'onde, que vous puissiez travailler à grandir ensemble et à vous pousser mutuellement vers le haut. Mais si tu n'as pas cette personne-là qui peut te pousser vers le haut, tu vas échouer. Ouais. Si tu as une personne qui te bat, tu vas mourir à un moment. Si tu as une personne qui, toi par exemple, tu vois, la fidélité, pour toi, c'est pas négociable. Mais que tu vas prendre quelqu'un que tu sais qui est infidèle en te disant que tu vas le changer, tu vas te casser la gueule. Donc il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Parce que ton partenaire est censé être vraiment celui avec qui tu vas évoluer dans la vie. Ouais. Qui sera là quand ça n'ira pas. Qui sera là quand tu vas perdre tes parents, si tu as tes parents. Ouais. Qui sera là quand tu vas perdre ton emploi. Qui sera là quand tu seras malade. Et il faut que cette personne-là puisse te soutenir, t'accompagner, t'aimer, te respecter à chaque étape de votre vie. Et ça, c'est primordial. Même si tu veux être, tu vois, on dit souvent derrière un grand homme se cache une grande femme, mais derrière des grandes femmes aussi, se cachent de grands hommes, tu vois. Et ça, c'est primordial, c'est important, vraiment. Et comment est-ce que le fait que tu crées c'est vrai c'est une star, donc il est habitué à la vie publique et tout, mais le fait que tu crées du contenu, il t'a quand même soutenu dans ça, parce qu'il accepte que tu le poses, que tu poses les enfants et tout, mais comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement.
Au début, bien évidemment, il voulait garder, comment dire, il voulait pas être sur les réseaux, enfin, Parce qu'il sans est un peu du genre un peu plus truc là que toi. totalement. Oui. Moi, je suis très extravertie. Mhm. Lui, il est très introverti. C'est pour ça qu'on se complète bien. Au début, forcément, il était pas très chaud, tu vois. Mais quand il a vu que c'était rien de ouf Mhm. au final et que ça ne dérangeait pas, parce que je ne montre pas non plus, voilà, je vais pas montrer des dingueries, tu vois. Mhm. Je vais montrer en fait ce qui est acceptable. Oui. Bah, petit à petit, il a commencé à se prendre au jeu en fait. Ouais. Tu vois, là où des fois, non, il va pas trop vouloir parler, machin. Aujourd'hui, je suis en train de parler, c'est lui qui vient dire des dingueries dans mes stories, par exemple. Et, euh, et aussi le fait que ça a été par étapes, tu vois. Mhm. Au début, on était juste amis. Après, on a été genre en couple. Mhm. Après, on a fait la dot. Oui. Une fois qu'on a fait la dot, c'était officiel, Oui. tu vois. Donc là, on se montrait un peu plus, Mhm. tu vois. Oui. Euh, on essaie de garder quand même un petit côté privé, un Oui. peu. Mais une fois que c'est bon, c'est validé, c'est scellé, Mhm. vas-y, tranquille. Oui. On peut, tu vois, on peut s'envoler. On peut faire des choses ensemble. Mhm. On peut se construire Oui. ensemble maintenant publiquement, tu vois. Et après, on a fait le civil. Mhm. Mais en réalité, depuis déjà, voilà, les enfants, la dot, Mhm. c'est acquis en griffe, Oui. tu vois. Mais une fois qu'on a fait le civil, par exemple, on sait qu'on doit passer à une autre étape Étape. en termes de projet. Tu vois, tu vois. Oui. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça a été étape par étape. Moi, je montre tout. Lui, il n'est pas du genre à tout montrer. Oui. Mais il a accepté ça. Et du coup, moi aussi, je dose. Oui. Je ne vais pas tout le temps le filmer. Je ne vais pas tout le temps le montrer parce que je sais qu'il n'est pas forcément à l'aise. Donc, c'est quand il est dans un bon mood ou quand on est en train de faire un truc ensemble et tout que là, je vais montrer. Autrement, je ne vais pas le faire chier plus que ça. Oui. Les enfants, au début, je les mettais en feed. Maintenant, je les mets qu'en stories. Mhm. Je ne les mets plus forcément sur Dans mon le feed. feed. C'est plus des stories parce que, bon, voilà. On sait que la story en V4, c'est C'est facile. ça, exactement. Donc, Et voilà. surtout, vous êtes complémentaires et je vois que souvent, même il te soutient dans certaines créations de contenu. Comment ça se crée la complémentarité? Est-ce que c'est parce qu'il faut être d'abord amis avant de sortir Ouais. ensemble? Ou... Moi, je pense, mais c'est ma conception, que être ami, c'est important. Parce que quand vous êtes amis, vous pouvez vous dire les choses, d'accord, sans que l'autre ne se fâche. Oui. Ou quand bien même l'autre se fâcherait, vous êtes amis. Amis, oui. Donc, on est censé, entre amis, s'accepter, se soutenir, comprendre. tu vois un peu. Mais c'est surtout que déjà, on fait le même métier, on est dans le même domaine. Donc, Oui. ça, tu vois, Ça ça aide. change beaucoup de choses. Ça Oui. aide. Parce qu'il comprend. Mais en réalité, il gère des campagnes influenceurs. Il Oui. gère des contrats pour moi. Donc, il sait ce que ça implique. À côté de ça, vu qu'on avait une vision, vraiment, on a peu le temps de s'asseoir. Voilà où on veut aller ensemble. Et comme on veut aller ensemble, voilà les actions qu'on doit mettre en place, etc. Pour que ça fonctionne. marche. Et donc, du coup, on sait justement, forcément, c'est pas toujours facile. Hein. Il y a des trucs qu'on essaye, on apprend, on ne travaille pas de la même manière. Donc, il faut essayer, tester, se challenger. Tu finis par comprendre, apprendre. Oui. Et c'est là, tu sais comment compléter l'autre ou comment demander à l'autre de compléter quand tu ne peux pas. Tu vois. Et ça, c'est vraiment la partie apprendre à se connaître. C'est-à-dire que retirer ce côté, l'être humain est égocentrique, de manière générale. Mais enlever l'ego et se dire que la vie ne tourne pas autour de moi. Ouais. Je pense que ça, c'est très important. C'est ça, la vie ne tourne pas autour de moi. Surtout enlever l'ego. Apprendre aussi à s'excuser, apprendre à aller vers l'autre. C'est ça. Et donc, une fois que tu as cette partie ego, parce qu'en réalité, vous pouvez vous prendre la tête pour des trucs qui ne dépendent même pas de vous. Oui. Tu as une seule journée, il a une seule journée, vous êtes en train de vous discuter. Alors que c'est juste cette tension de dehors que vous avez envie de là. Mais chacun va prendre ça personnellement sans savoir ce que l'autre vit. Sauf que si on ne communique pas, on ne sait pas. Tu vois. Donc, tu as pour un autre mot-clé, c'est la communication. Very important. Et c'est marrant parce que tous les deux, on sortait pas au même moment, mais de relations toxiques. Ouais. Moi, j'ai eu le temps de heal un peu, tu vois, de guérir un peu. Et lui, il sortait de là, tu vois. Et au final, moi, je sais que la communication, c'est la clé. Parce que moi, c'est, comment dire, je n'aime pas les mauvaises surprises. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est comme ça que je veux que les choses soient, je te dis, si tu es prêt, il y a foi. Si tu n'es pas prêt, on n'a qu'à se laisser. Donc, c'est de se dire dès le début,
ça, je ne peux pas supporter, ça, je peux supporter. Je suis comme ça, je n'aime pas ça. J'aime ça, je n'aime ça. C'est à la mode, Cette donc. phrase-là. C'est à la mode, donc voilà. Donc, de pouvoir, tu vois, être honnête. Ouais. Parce que ce que j'ai appris, moi, de mes précédentes relations, c'est que l'honnêteté et la transparence sont super importantes. La différence entre l'honnêteté et la transparence, c'est quoi? La transparence, j'ai vu cette vidéo sur Internet. La transparence, Oui, j'ai vu c'est ça. de dire, en fait, je vais faire ça, ça, ça aujourd'hui, je vais voir telle personne, voilà, Sans je que te la dis. personne ne te demande. Et l'honnêteté, c'est la personne te demande et tu dis. Mais en même temps, la personne a peut-être appris ça dehors et Oui. tout, tu vois. Et donc, c'est super important de se dire, quand je veux construire quelque chose avec quelqu'un, il n'y a pas de place pour genre, tu vois, les mesquineries, les sournoiseries. Oui. Il faut Pas être de franc, place. il faut être honnête l'un envers l'autre. Parce que dans le meilleur des cas, vous êtes parti pour vivre jusqu'à la vieillesse. Oui. Ah, c'est ça. Tu vas vivre avec quelqu'un, non, c'est compliqué. Moi, je n'aime pas la vie de couple. Et il faut l'acceptation aussi. Il faut l'acceptation. Accepter comment l'autre est. Ça, tu Oui. vois, ça a mis du temps. Un peu de temps. Parce que moi, j'ai ma conception des choses. Et lui aussi. Donc, accepter qu'en fait, l'autre est comme ça. Et c'est OK. Tu peux avoir... Tu vois, moi, je dis, je suis extravertie. J'aime sortir. J'aime être avec mes amis. J'aime faire des trucs. Lui, il est introverti. Oui. Il n'aime pas sortir. Il n'aime pas... il aime être avec ses amis, mais il n'aime pas sortir. S'il sort là, c'est que c'est le boulot. Sinon, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jour off. Ouais. Donc, il va bosser, soit OK, se reposer et tout. Mais si tu l'as vu dehors, c'est qu'il n'avait pas de joie. C'est que soit c'est l'anniversaire d'un de ses meilleurs amis, soit c'est qu'il est là-bas pour le travail. Wow. Tu vois. Donc, s'il pouvait ne pas, il ne sortirait pas. Oui. Alors que moi, oulala. Tous les jours, non, pas 24 heures, on ne va pas abuser. Mais si mes copines m'écrivent vendredi, me disent hey, venez demain on sort, on va sortir. Oui. Lui, c'est pas évident qu'il fasse ça. Et au début, tu vois, moi c'était très. Je voulais qu'on soit ensemble tout le temps, ce qui est normal. Oui. Donc, et en fait, j'ai appris à accepter le fait que non, on peut passer d'autres moments en faisant ensemble ce qu'on aime, sans pour autant que ce soit moi quelque chose que j'aime et que lui n'aime pas. Oui. Et ça, il faut avoir encore une fois genre l'humilité et enlever son ego en se disant tout ne tourne pas autour de moi. Voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il n'aime pas. C'est comme si tu as deux cercles, tout simplement. Et à un moment, les cercles se croisent. Donc ce qu'on aime, on le fait ensemble. Si je n'aime pas, moi je n'aime pas travailler le dimanche. Lui, il n'a pas de jour off. Donc il sait que quand il commence à me parler de boulot le dimanche, là, mieux tu m'as acheté à manger avant. Parce que vraiment, j'aime pas ça. Et non, tu vois. Et plein de petits trucs comme ça. Donc, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Ne pas essayer de changer l'autre. Si tu te mets en tête que tu vas changer quelqu'un, que tu vas le sauver, tu vas te casser la gueule et tu vas souffrir. Exactement. Accepter l'autre. Maintenant, dans l'acceptation, c'est soit, encore une fois, et c'est that's fine. Soit tu peux, tu veux, soit tu ne peux pas et tu laisses. Mais on ne s'entête pas dans quelque chose qui n'est foncièrement pas pour nous, qu'on ne peut pas supporter, mais à cause de la société ou à cause de X, parce qu'on a dit qu'il faut être en couple, on accepte. Non, la vie, c'est pas si compliqué à la base. Wow. En tout cas, je pense que j'ai beaucoup appris. Parce que là, je comprends qu'il faut accepter, il faut beaucoup communiquer. Il faut aussi prendre l'autre comme il est. Et surtout, trouver du temps pour pour faire les activités qu'on aime faire ensemble. Exactement. Wow. Ça, c'est très important. Et surtout d'avoir un supportive partner. C'est quelqu'un qui doit vous supporter et vous accompagner dans ce que vous faites. C'est ça. Si c'est un frustré de la life, il va vous tirer vers le bas. Et tuer l'ego. Oh, tuer l'ego, il faut tuer l'ego. Nous ne sommes rien. Ouais. Nous ne sommes on oublie souvent ça. Et on oublie souvent nous sommes des maillons. C'est-à-dire que nous sommes des maillons. C'est juste qu'on est plus intelligents que les animaux, mais nous sommes juste des maillons. Le monde ne tourne pas autour de nous. Et quand quelqu'un, que ce soit ton partenaire ou te fait quelque chose, c'est difficile. Mais il ne faut pas le prendre pour soi, dans le sens où il y a des gens qui font du mal gratuitement. Ils sont juste méchants. Il y a des gens, en fonction des circonstances de la journée qui vient de passer, vont mal te parler. Mais en fait, ce que les gens disent de toi ou ce que les réactions ne te définissent pas. Il ne faut pas oublier ça. Ne pas prendre les trucs personnellement pour soi. Si quelqu'un a mal parlé là, il m'a parlé, il m'a insulté. Soit je lui casse la gueule et ça c'est réglé. Soit c'est quelqu'un qui
a profondément de noirceur en lui. Et en fait, il pourrait dire la même chose à tout le monde. Oui. Donc, ça ne me touche pas. Exactement. Tu vois? Donc, accepter que les autres ont des problèmes. Les autres ont un vécu. Oui. De la même manière que tu as ton vécu, tes blessures, les autres ont les Oui, leurs. c'est vrai. Ne rien prendre personnellement. Je pense que c'est le secret, surtout ne rien prendre Parce personnellement. que quand tu prends les choses personnellement, tu doutes de toi. Quand tu doutes de toi, tu te, comment dire, tu te fouettes, tu te Oui. fais du mal. Oui, Parce que tu extrapoles. exactement. Et tu vas, là où tu sais que tu es incroyable, tu vas commencer à douter parce que telle personne a dit que, ou parce que ton gars qui est censé te C'est comme ça que supporter le manque t'a de dit que confiance c'est ça. s'installe. Donc Et c'est voilà, difficile à reconstruire après. c'est difficile. C'est très Donc difficile. tu vois, un mari qui va dire à sa femme, oui, mais ce que tu fais, c'est de la merde, ça vaut rien. Ce sont ses frustrations. Oui. Ce sont ses peurs, ses craintes, c'est son ego. Ce qui dit ne me touche pas. Moi, je sais que je suis capable, Oui. je sais que je peux faire les choses, donc je On ne prends avance pas ça personnellement. Ça ne me touche pas. Tu vois, c'est ça la nuance. Et communiquer aussi. Ouais. Apprendre à dire ce qui ne va pas au lieu de rester sur sa position. Apprendre Ouais. à dire. Et écouter l'autre. Je pense que c'est important aussi d'écouter l'autre. Très important. Ouais. Faut être, même les silences sont lourds parfois. Oui. Donc il faut être attentif à tout. Et surtout, on ne dort pas dans la mesure du possible fâché. Ce n'est Ah pas oui. évident. Mais si on peut ne pas dormir fâché. Je pense que c'est le secret de beaucoup de couples qui réussissent à rester mariés, c'est ne pas s'endormir fâché. Et les gens, surtout, je pense, les jeunes, ou pas forcément, hein, là où enfin, pourquoi il ne faut pas dormir fâché? Oui, l'autre peut mourir demain. Non. Non, c'est pas ça. Tu dors avec de la rancœur. Tu te réveilles avec ça. Ça te ronge toute la nuit. Tu ne dors pas. Tu n'as Ouais. pas un sommeil réparateur. Et puis quand tu te lèves, c'est avec ce qui s'est passé la veille. Et tu as la haine. Tu te réveilles avec la négativité. Et cette négativité-là va impacter ta journée, va impacter. Non. Et ça va même grandir. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. En tout cas, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ça a été un Et plaisir. franchement, j'ai aussi beaucoup ri. J'ai aussi beaucoup ri. Et je me rends compte que tu poses tellement beaucoup de casquettes. Et franchement, quel conseil tu donneras à une femme qui aimerait être comme toi? Déjà, ne pas chercher à être comme moi. Non, c'est Oui, mais porter autant de casquettes, je veux dire. Faire ce qu'elle aime. C'est le cardio, hein? Faire ce qu'elle aime. Quand on aime Quand ça. tu aimes ce que tu fais, c'est ton quotidien et non pas des fardeaux que tu portes au quotidien. Tu vois. Oui. Plus tu vas aimer, plus tu vas faire ce que tu aimes, plus les lundis seront pas des lundis. Ouais. Et les lundis seront juste des jours de la semaine. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu te retrouves à faire quelque chose que tu n'aimes pas, tu subis. Oui. Tu subis. Si c'est le travail, tu vas subir. Tu es même encore plus épuisé. C'est ça. Vendredi, c'est génial. Tu vas te noyer dans whatever. Ça peut être la nourriture, ça peut être le sommeil, ça peut être ce que tu veux. Et lundi, tu te réveilles avec la boule au ventre et c'est reparti. Et je dis pas que faire ce qu'on aime, ça rend les choses genre... comment dire? C'est pas que du coup, tout va fonctionner. Non. Tu auras des hauts, tu auras des bas. Mais tu auras une certaine paix du cœur, une certaine liberté. Que tu n'as pas quand tu ne fais pas ce que tu aimes. Et si, genre, être par exemple salarié à temps plein et ne faire que ça, c'est ce que tu aimes, that's perfectly fine. Quel que soit ce que, en fait, on fait, quel que soit le métier, quel que soit le domaine, quel que soit si on veut avoir 1000 passions, 1000 machins, faire ce qu'on aime, écouter son cœur. Très important. Et travailler aussi. Et travailler, Travailler, avoir de la discipline. C'est tout. Il faut être organisé. En plus, tu devras porter de casquettes, plus il faudra être organisé, être discipliné et prendre du temps pour toi. Parce que c'est bien beau, mais tu peux être passionné, faire ce que tu aimes et faire un burn-out quand même. Parce que tu ne vas pas te mettre de limites. Oui. Et parce qu'à un moment, ton corps va dire, frère, c'est quoi? C'est vrai, stop. Donc, travailler dur, travailler pour ses rêves, rêver, vivre avec passion et vivre avec amour aussi. Dans tout ce que vous faites, mettez de l'amour. Une fois que tu aimes ce que tu fais, que tu aimes les gens, que tu... L'amour rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles et la difficulté est vite, comment dire, relative. Voilà. Ah, voilà. Donc, faire ce qu'on aime avec passion, mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait, travailler dur pour réaliser ses rêves et normalement, on peut y arriver. On peut arriver à porter plusieurs casquettes à la fois
Et on peut arriver malgré cela à être épanouie et heureuse. Astou, merci beaucoup pour ce moment. C'était un plaisir. En tout cas, c'était super top. On a beaucoup ri. C'est On a beaucoup clair. parlé. Et puis, j'ai vu que en fait, c'est toi qui as dragué le sugar daddy. Oui, parce que en fait, c'est toi qui as découvert que c'était l'homme de ta vie et tu as tout fait pour qu'il puisse le devenir. Non, même pas. Ça a été, Ça a été marrant. naturel. Ça a été naturel dans les Ouais. deux sens. C'est-à-dire que quand on a commencé à se parler, on n'est pas con, on sait qu'on se kiffe, Oui. mais on n'a jamais dit, au fait, je te kiffe, tu viens, on essaie quelque chose, non? Wow. Ça s'est fait naturellement. Vous avez Donc, laissé les choses se faire. Ouais, en fait, c'est ça. Et vous avez pris aussi du temps. Vous avez en fait été patient. Oui, on a pris le temps d'être amis, on a été patients, on a laissé faire les choses, et quand les choses sont mises en place, c'était naturel. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même moi qui ai dit je t'aime en premier. Va t'inquiéter, on voit à vue d'œil, on sait déjà. Tu vois, non? C'est ça même. Et merci beaucoup et merci pour Avec l'interview. plaisir, ça Ouais. m'a fait plaisir d'être là et bah écoute, j'espère qu'ils vont apprécier l'interview. Clairement, ils vont En tout cas, on a apprécier. En passé tout cas, un bon moi, j'ai moment. apprécié. Oui, on a Merci passé un beaucoup. très bon moment. Super.